la libre antenne au 39 21. Le petit miracle de cette émission, vous le savez, c'est de vous permettre à chaque témoignage de prendre conscience que ce qu'il y a d'unique et de plus personnel en chacun de nous parle en réalité au plus grand nombre. Le psychologue humaniste américain Carl Rogers confie dans ses leçons de vie que c'est d'ailleurs une de ses découvertes les plus enrichissantes. Il raconte: il m'est arrivé, soit en parlant avec des collègues ou des étudiants, de m'exprimer d'une manière si personnelle que j'ai pensé décrire une attitude que sans doute ne comprendrait que personne ne comprendrait parce qu'elle était uniquement à moi. J'ai alors découvert que le sentiment qui me paraissait le plus intime, le plus personnel et par conséquent le plus incompréhensible pour autrui, s'avérait être une expression qui évoquait une résonance chez beaucoup d'autres personnes. Et j'ai fini par en conclure que ce qu'il y a d'unique et de plus personnel est probablement le sentiment même qui, s'il était partagé ou exprimé, parlerait le plus profondément aux autres. Et il ajoute: grâce à cette découverte, je me sens plus proche d'autrui. Bien ici, dans cette libre antenne, nous faisons cette découverte ensemble et en direct. Et en cette veille de week-end, vous avez peut-être envie de vous détendre, de poser les valises d'une lourde semaine et d'entrer dans la confidence. Vos témoignages évoquent pour chacun des auditeurs une situation parfois très personnelle et à travers les ondes, nous créons ainsi des liens. Quentin et Corentin sont là au 39 21 pour accueillir vos appels et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Bonsoir Eliane. Bonsoir. Bienvenue. Maintenant, c'est Sophie. Je suis un peu fatiguée. Oui, Ce soir mais oui, on est vendredi soir et ça arrive. Je me suis régalée à vous écouter. Vous avez une voix joyeuse et vous apportez beaucoup. Je vous remercie parce que vous apportez beaucoup de réconfort et on se sent bien près de vous. Merci Eliane. On a l'impression qu'on ne parle pas dans le vide. Vous entendez tout. Et vous entendez tout, vous comprenez tout très vite, c'est merveilleux, vous solutionnez. Enfin, la vie est ce qu'elle est, c'est un combat, je le sais. Oui, et quelquefois on ne trouve pas des solutions à tout d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Alors Aliette, vous vouliez nous parler de votre petite fille, je crois. J'ai eu la joie de vous avoir il y a quelque temps pour une de mes petites filles. Tout s'est bien arrangé d'ailleurs. Oui. J'avais eu la maman au téléphone parce que nous ne sommes pas toujours... elle est très prise, il faut reconnaître. Elle a un métier service, elle en enseignante, infirmière, mais enseignante. Vous voyez, alors elle est très prise. Puis elle a eu ses enfants, c'est une petite... ma fille aînée c'est une nature inquiète et anxieuse qui veut toujours bien faire, que tout le monde soit heureux autour d'elle. Enfin bref, c'est trop même. Mais enfin, bon, c'est comme ça, c'est peut-être des gènes. Des gènes. Et là, elle a eu 4 petites filles. J'en ai une l'autre soir qui m'a appelée pour me souhaiter la fête des mamies. D'ailleurs, c'était adorable parce qu'on sent beaucoup d'amour dans toutes ces poupées. J'ai aussi trois petits gars, mais enfin, ceux-là, ils sont plus près, ils sont en Corse. Donc, cette petite fille m'a encore beaucoup émue et même ça, j'ai de la peine parce que j'ai senti toute cette souffrance qu'elle a en elle. Et je pense que c'était un mauvais moment. Elle a perdu elle l'a jeté. C'est pas perdu. Elle a jeté son compagnon qui était en fait c'était un parasite. Il profitait d'elle. Elle est tellement gentille. Elle est assez altruiste. Elle est végétarienne depuis l'âge de 8 ans parce qu'elle aime tellement les bêtes. Mais alors, c'est fou. Tout est très entier chez elle. Elle est possessive. Elle voudrait, et je l'ai sentie très révoltée parce que elle a un âge, elle a la trentaine maintenant. Elle vient d'avoir 30 ans. Elle a manqué de maturité pendant son enfance. Alors, elle a fait des bêtises et je pense même son hygiène de vie en a pris un coup. Et maintenant, la grande souffrance de cet enfant, parce que pour moi, c'est une enfant, je suis la mamie, donc c'est qu'elle est
bon, elle a perdu ce compagnon, mais surtout, elle a grossi. Son hygiène de vie, je parle de ça parce qu'elle ne sait pas tellement, comme beaucoup de jeunes, ils se sont, ils sortent, ils boivent, elle m'a dit qu'elle est en vie parce que c'est un miracle, sa mamie, mes parents, qu'elle aimait beaucoup, qu'elle adorait surtout maman. Et elle dit, je suis sûre qu'elle me protège. Elle m'a sauvée de plusieurs accidents. Enfin, je l'ai trouvée vraiment, Un peu vraiment déprimée, oui. très, Très déprimée. très Oui. révoltée, quoi. Révoltée pour le système, révoltée pour la politique et les politiciens. Elle est contre tout. Elle voudrait, je lui ai expliqué, j'ai essayé comme j'ai pu, avec mon petit cœur de mamie, de lui expliquer que dans la vie, on ne pouvait pas porter toute la misère du monde. Et qui plus est, nous avons aussi une balance, un équilibre. Il n'y a pas que du mauvais, il y a beaucoup de bon. Il faut aller vers le beau et vers le bien. Sinon, je crois qu'on serait accablé tous les jours et tout le monde serait dans la peine. Oui, vous avez raison. Oui. Comment faire pour... Je ne sais pas. Comment faire pour qu'elle soit quoi moins... Parce que vous la sentez à la fois révoltée et déprimée, juste révoltée et en colère. Qu'est-ce que révoltée et triste? Qu'est-ce que... Voilà. Et quand vous me dites... Je la vois révoltée et en souffrance. Mais sa souffrance, c'est qu'elle... Voyez-vous, elle a voulu... Parce qu'elle a toujours aimé beaucoup le chant. Elle a voulu que je lui chante la berceuse russe qu'elle a eue dans son enfance. Elle m'a raconté, elle m'a dit qu'elle m'adorait, elle m'a sorti des choses, mais un tendron comme ça, je me disais, mais enfin c'est trop, il y a quelque chose qui ne va plus là. Complètement. Alors j'ai essayé de la calmer. Oui. Et pour moi, je pense que cette souffrance vient du fait qu'elle elle a pris du poids. Elle dépasse les 100 kilos. Oui. Elle me dit, mais tu te souviens, j'étais jolie à 15 ans, mamie, j'étais comme... alors, elle me nommait ses petites sœurs. Je dis, mais tu es jolie, ma chérie. Il faut t'accepter, il faut essayer de t'aimer telle que tu es. Et essayer aussi et surtout de combattre ce mal qui te ronge, parce que c'est mauvais pour toi, tout ça. Tu peux reprendre, essayer de faire du sport. Je sais pas, on mange. Alors, je lui demandais ce qu'elle mangeait. Oui. Mais vous me dites qu'elle est végétarienne. J'ai voulu savoir ce qu'elle buvait, surtout. Oui. Et elle m'a parlé de bière. Donc, elle m'a dit qu'elle aimait la bière, que c'était euphorisant pour elle. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. C'est pas, vous voyez, c'est bon. Il faudrait qu'elle en boive énormément pour avoir le poids qu'elle a. Mais parce que vous me dites qu'elle est végétarienne, oui. C'est ça. Et en fait, ça fait depuis combien de temps en fait c'est petit à petit qu'elle s'est mise à. Oui. Oui. C'est progressivement. Oui, c'est petit à petit. Et pourtant, sa maman a essayé elle l'a prise en. Elle dit je bois la soupe le soir. Elle ne mange pas tellement. Le matin, elle me dit qu'elle ne prend elle ne prend rien. Elle déjeune à midi parce qu'elle s'occupe de l'enfance. Elle aime beaucoup les enfants d'ailleurs. Et elle n'a pas un traitement pour quelque chose qui expliquerait son poids, parce qu'il y a des traitements médicamenteux qui font. Ben oui, non, Vous n'êtes pas au courant. Non. Ma fille m'a dit qu'elle avait fait pas mal de choses, mais. Parce que quand vous parlez. Elle n'a pas essayé la gastro. Non, pas la gastrite, la gastritomie. Oui, non, pour gastritomie, pour une réduction de l'estomac ou de mettre une poche. Voilà, enfin, elle est toute jeune. Elle est toute jeune, elle fait 120 kilos. Il vaut mieux qu'elle soit aidée et accompagnée pour perdre du poids que en passer par la chirurgie. Bien sûr, ce serait quand même. Oui, ce serait quand même préférable. Mais quand vous dites qu'elle a fait des bêtises étant plus jeune, c'est quoi ces bêtises dont vous parlez? C'est-à-dire qu'elle elle sortait beaucoup avec les copains, les copines, et elle devait boire, sûrement. Comme beaucoup je sais pas, ces jeunes j'ai l'impression, ils m'inquiètent, moi, parce qu'ils sont plutôt, eux, très inquiets de l'avenir, certainement. Il y a quelque chose qui ne va pas chez la jeunesse, dans la jeunesse d'aujourd'hui. Enfin, pas tous, hein. Oui, pour les 4 filles, il y en a 3 qui sont très équilibrées. Oui, donc c'est elle. Très bien. Et elle est quel numéro dans la fratrie, la dernière? Elle est seconde, mais elle a beaucoup souffert. Le papa, elle adore son papa. Oui. Mais elle me disait encore l'autre soir, tu sais, papa, c'était formel, que c'était une éducation, il était très strict, tout ça, mais j'ai passé 26 ans à le combattre. Ça n'allait pas du tout entre son père et elle.
Elle a souffert. Et aujourd'hui, ça va mieux avec son père? Et elle l'adore. Ouais, mais c'est très tendu. Mais c'est très tendu parce qu'elle dit, vous me dites qu'elle est révoltée, en même temps vous me dites qu'elle combat son père, donc elle, vous savez, la colère, Eliane, c'est un signe d'impuissance. Donc quand on est en colère, c'est qu'on se sent impuissant. Alors vous me dites aussi qu'elle est en surpoids à 30 ans, ce qui la rend impuissante avec ce corps qui a pris du poids pour elle. Donc elle a la révolte de quelqu'un qui se sent impuissant contre tout, c'est-à-dire contre rien, contre la société. Vous dites la politique, son père, son corps, qui. Alors quand quelqu'un est en colère, et vous pouvez lui dire que voilà, il y a des scènes de colère, on peut tout à fait être en colère, mais la colère, parce qu'elle nous signale une impuissance ou une frustration, elle nous impose d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de quelle façon elle va prendre en charge cette colère, parce que tant qu'elle l'alimente en étant contre tout, elle en fait rien, elle est menée par son émotion, elle est menée par la colère. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous pouvez lui poser la question en lui disant, moi j'entends que tu es en colère, très bien, mais la colère elle nous permet d'agir. Et donc de quelle façon tu vas tenir compte de cette colère pour poser une action pour toi. Tu vas pas changer le monde, mais les changements, ce sont des petits pas, des petites actions pour soi, pour les autres, dans des choix. La société, on sait, il y a toute forme de choix et d'engagement dans la société d'aujourd'hui, sur tous les plans d'ailleurs. Et donc après, et c'est ça qui soulage une colère, c'est quand on commence à s'engager dans quelque chose. Et votre petite fille, en fait, elle s'engage ni pour elle, ni envers le monde, et donc ça la met en frustration totale. Et voilà, c'est bien. Elle se remplit presque symboliquement avec toute cette colère, donc elle lâche pas. Son corps ne lâche pas. Elle a un caractère aussi qui est très entière. Elle est pleine d'amour. Oui, pour alors tout ce qui l'entoure, sûrement, et elle aimerait un monde plus idéal, c'est ce que vous disiez. Elle imagine quelque chose, mais pourquoi pas? Mais on peut agir dans une vie. Elle est encore toute jeune à aider à le bâtir par petites touches, chacun à son niveau. C'est les tout petits affluents qui font les grandes rivières. Donc, à elle de trouver quels sont les lieux, les endroits de ses engagements. Là, elle travaille auprès des enfants. C'est déjà un signe fort d'engagement parce que les enfants, c'est l'avenir, c'est l'éducation, c'est les futures générations. Donc, elle a déjà fait un choix. Elle leur parle d'ailleurs. Elle m'a fait comprendre qu'elle leur parlait. Elle leur donnait des petites directions à sa façon aussi. Mais je pense, j'ai eu ma fille il y a justement après cette conversation, j'étais quand même assez bouleversée. J'ai dit décidément, il y a quelque chose qui va plus. Et Christelle m'a dit, allô? Oui, je vous entends, Eliane. Oui, non. Oui. Enfin, et votre fille vous a dit? Tu sais, la sœur aînée attend. Je vais avoir la joie d'être arrière-grand-mère dans le courant du mois de mai, grâce à ma petite aînée, ma petite fille aînée. Et je suis très heureuse, évidemment, mais celle-ci, je pense que ça doit la travailler parce qu'elle a envie d'avoir un enfant. Et comme ça n'allait pas du tout, elle m'a, en pleurant, je sentais une grosse émotion, mamie, jure-moi que tu vas être en vie, je supporte pas la mort, je supporte pas. Je t'adore, je voudrais que tu sois il faut que tu me jures que tu... C'était très enfant. Attendez, c'est pas mûr, ça. Elle est pas mûre. Je veux que tu me jures que tu seras en vie quand j'aurai mon enfant, mon premier enfant. Mais vous vous rendez compte, les propos qu'elle me tient, là, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas du tout, là. Oui, Pas du tout. Oui, elle est... Ma fille m'a rassurée, elle m'a dit, non, tu sais, c'est ça, la travail, parce que sa sœur attend un bébé, puis elle vit dans une ambiance, dans le bonheur, merci Seigneur. Ouais. Elle vit dans le bonheur. Les sœurs sont également en surpoids ou pas du tout? Pas du tout. Ah, pas du tout. Donc elle est le symptôme de quelque chose, cette jeune fille, dans la fratrie. C'est un enfant un peu symptôme. Il y a quand même, du côté du papa, il y a la grand-mère, donc. Oui, paternelle. Ils ont tendance à être dans l'obésité. Mon gendre lui-même l'est. Ah, donc il y aurait quelque chose dans la famille, peut-être. Il y a quand même quelque chose. Est-ce qu'elle est au moins soignée, soutenue, accompagnée, que ce soit en thérapie, par un médecin? Est-ce qu'elle suivit cette jeune femme de 30 ans parce qu'elle Je ne pense pas. Elle a besoin de parler, elle a besoin d'avoir un lieu.
un lieu Il pour faudrait elle. absolument, oui, j'ai pensé Oui, à ça. avant Vous avez même de raison. songer à perdre du poids, peut-être qu'au lieu de l'orienter vers d'emblée un régime, c'est surtout prendre soin d'elle, aller parler de sa colère, pouvoir se livrer à quelqu'un, C'est ce vrai, serait pouvoir décharger un peu du poids qu'elle c'est porte, parce que ça. Oui, manifestement, oui. vous me racontez une jeune femme qui porte un poids très lourd et Très, très lourd. elle aurait Très, peut-être très. besoin de lâcher quelque chose qui lui permettrait ensuite d'envisager un régime et de s'occuper de son corps, mais peut-être qu'elle a s'occupé de son âme avant. Moi, je voudrais qu'elle cesse de boire déjà. Et puis ensuite, bon, les légumes et les fruits, ça, sa maman lui donne. Elle m'a dit, j'ai la soupe de maman, la soupe de sa maman, qui doit certainement lui donner quelque chose pour la Oui, mais moi, semaine. en Je sais vous pas. écoutant, j'ai l'impression que c'est pas à chercher du côté de l'alimentation. Donc, il y a d'autres causes qui, sans doute, Oui, bien sûr, là, bien nous sûr. échappent. Mais en tout cas, Bon, le signal de cet appel qui s'est passé entre vous, c'est, vous le dites, hein, c'est un signal de détresse. tout à fait, Et tout à donc, elle a fait. On besoin a vu le d'aide. tour, là. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être épaulée, elle a besoin d'être écoutée. Vous avez raison quand vous dites, Ouais. bon, il y a de l'immaturité, oui, dans une jeune femme de 30 ans totalement révoltée. On sait que c'est un signe d'adolescence, hein, la révolte. Puis Oui, après, le jeune adulte se met dans l'action et va choisir les actions propres à ouais, s'engager dans une société, dans la vie. Bon, elle n'en est pas encore là, mais sans doute qu'elle se sent contrainte. Elle voit pas, elle doit être un peu perdue. tout à fait, tout à Mm. fait. C'est ce que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que Ouais. alors, je voudrais bien avoir la petite baguette magique, là, vous savez, pour me retrouver là-bas. Mm. Oui, parce Et qu'elle là, est loin de vous. elle a besoin d'un. Oui, elle est loin, oui, elle est du côté elle est dans la région de Pau. Oui. Et vous, vous Et êtes moi, dans je quelle suis région? dans cette île, de cette merveilleuse île, mais ça coupe. Vous savez, nous sommes quand même très, très isolés, hein, parce qu'il faut. Tout est très, très Vous cher. êtes dans une île, Eliane, vous êtes où? Je suis dans l'île de Beauté, moi. Ah, vous êtes dans l'île de beauté Eh formidable. oui, moi, Oh là là. j'ai une Oui. lignée, j'ai pas choisi, hein, en Oui. fait, c'est pas ce lieu d'origine, Vous allez tous nous mais faire j'ai une rêver là. lignée corse, père, mère, aïeux, bisaïeux, trisaïeux, et j'en passe. Ah, extra, J'ai une formidable. grande Oui. lignée. Et quand est-ce que vous allez Et la voir, votre petite fille? C'est prévu? Ou elle peut venir vous voir? Non, elle est prise par son écoutez, travail. mon désir, mon désir, mon grand désir, c'est d'aller, enfin, je sais pas, je vais voir avec ma fille aînée ce qu'elle en pense, d'aller pour la naissance de ce En petit mois de garçon mai? qui va arriver. Hmm. Et bien évidemment, si je vais là-bas, c'est dans le but d'aller surtout voir la petite, celle Oui. qui souffre. Alors, et celle qui souffle, là, comme vous dites, elle habite seule? Elle habite chez sa mère? C'est quoi Elle ça? est seule. Elle est seule. Elle est à Lons, je crois ce qu'elle m'a dit, Lons. D'accord, Ça doit donc être très elle beau. habitait avec son compagnon et ils se sont quittés et en fait maintenant Oui, elle mais vit seule. c'est un parasite. Hein, c'était. Oui, ce qu'elle dit. Il a Oui. profité de son Mm. côté altruiste. Il vivait sur elle, sur son dos. Vous voyez, Et il vous n'était savez pas. si elle Non. est entourée, elle voit des amis, elle habite loin de sa maman et de ses autres sœurs? Elle est... Eh bien, elle m'a confié que, justement, je pense que son poids elle n'a plus les amis qu'elle avait. Elle se sent un peu isolée. Je Ah, trouve. elle Je crois, j'ai s'isole aussi. cru Ouais. comprendre qu'il y avait Ouais. aussi de ça. Ouais, donc Elle elle est était, vraiment en souffrance. Ouais. oui, Vous lui avez demandé si elle avait la possibilité, voilà, de consulter quelqu'un, de se faire aider, de se faire accompagner. Ne serait-ce que pour parler, que vous êtes là, bien sûr, vous êtes la grand-mère et vous bien êtes sûr, mais un lien elle affectif fort. m'appelle, elle m'a appelé 1 heure et demie et j'ai dit, écoute, mais ma chérie, est-ce que tu es, heureusement que tout d'un coup ça m'est venu, j'ai dit, mais enfin, est-ce que parce qu'elle n'est pas du tout intéressée par l'argent, pour elle c'est Mm. vraiment le serviteur, mais je dis, attends, est-ce que tu payes tu es en train de me parler là, mais est-ce que tu payes? Elle me dit, ah oui mamie, ça fait 1 heure et demie, tu sais. Oh, j'ai dit, mais enfin, bon, je raccroche, je te rappelle. Mm. Et parce que moi, j'ai la chance d'être en illimité, Mm. je l'ai rappelé. Et j'ai dit, il faut pas faire comme ça, tu m'appelles. Et elle ne m'appelle pas souvent, hein. Je l'ai eu il y a peut-être 4-5 mois. Ouais. Peut-être vous Bon, pourriez là, la rappeler, vous pourriez la rappeler un peu plus régulièrement pour que ce soit j'ai moins long. essayé. Moins long, plus régulier, Je l'ai moins long. essayé, mais c'est dur, c'est dur. Je l'ai Ah, appelé, j'ai un petit peu été découragée parce qu'à c'est chaque fois dur que je pour l'appelle, elle vous. n'est pas. C'est Non, dur non, elle pour n'est vous. pas. Elle travaille. Ah, elle n'est pas à Enfin, je lui ai l'écoute. envoyé. J'ai Oui. fait un petit.
un petit cadeau, là. Je lui ai envoyé un peu de brooch. Vous savez, le brooch. Oui, le fromage merveilleux. Oui. Elle m'a dit que quand elle allait chez des... sa maman, elle en avait un tout petit bout. Alors, j'ai dit, je vais t'envoyer un bon petit bout, moi. Et je lui ai envoyé, comme elle a eu 30 ans, vous savez que cette année, si je vous racontais ma vie, il faudrait que j'écrive avec tous ses enfants. J'en ai un qui est en études, qui fait de la psychologie, justement. Il est étudiant à Aix en psycho. Et je suis restée, je suis tombée de haut. J'ai dit, mais enfin, tu fais la psychologie. Et si vous parliez avec lui si vous créez un réseau un peu autour d'elle, non? Lui, il a son gros fardeau, vous savez, mon Dieu. Et alors? Oui, il a un gros fardeau, lui aussi? Ah bah oui, lui, c'est son papa qui n'a pas connu. C'était très douloureux, cette histoire. Oui. Non, il y en a des choses à essayer de solutionner. Moi, si je pouvais, mon Dieu, je volerais au secours des uns des autres, mais malheureusement, on ne peut pas. Non, mais ils vont tracer leur route avec, bien sûr, leurs blessures et leur histoire. Mais on les solutionnera pas. En revanche, moi, voilà, vous nous appelez à propos de votre petite fille, Eliane. Si, voilà, vous voyez ce qui est possible de faire pour vous, mais sans doute la rappeler. Rappelez-la, dites-lui que vous vous inquiétez, et puis qu'elle consulte aussi, comme dit un auditeur, elle pourrait voir un ou une nutritionniste pour reprendre confiance en elle. Donc ça peut être effectivement une aide parce qu'ils sont très psychologues aussi, les nutritionnistes. Notre alimentation parle de nous, de notre corps. Donc quel est, vous voyez, je parle psy, nutritionniste, peu importe, mais quel est un lieu qui soit un lieu juste à elle, un lieu de soutien où on pourra l'écouter, parce que quelqu'un qui est comme ça, toute jeune et toute révoltée, toute en colère, elle a besoin d'être entendue sur sa colère pour en faire quelque chose. Donc elle vous l'a déversé d'un seul coup là, mais il ne faut pas qu'elle reste toute seule avec ça, sinon elle va s'empoisonner, c'est toxique. C'est toxique la colère. Je vais écouter, je vais essayer de faire ce que vous me dites, parce que c'est très, justement, je savais que vous alliez m'apporter un plus. Et puis vos auditeurs là sont merveilleux. Là, je vous écoute voilà, qui apportent aussi leurs conseils. Quand je m'endors pas, parce que ça a été très lourd. J'ai eu un mois de janvier un départ très difficile. Même une de mes filles que j'ai chez moi, près de moi. Et heureusement, c'est un peu magique quand la maman est là. Je suis arrivée après avoir été ma sœur qui est tombée et qui s'était cassé les côtes. Enfin bref, je suis à droite, à gauche. Non mais ça va plus. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Il y a quelque chose qui est un peu difficile. Enfin, ma fille a repris. Et 2 mois sans travailler, 2 mois... ça a été dur. J'ai beaucoup de problèmes là en ce moment. Oui, alors pour ça que j'ai appelé ma fille. Oui, mais vous avez bien fait peut-être aussi, alors que du coup, votre fille pèse encore plus lourd pour vous s'il y a eu tous ces problèmes récemment. C'est possible aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais vous pouvez pas tout porter, Eliane. Vous pouvez pas tout porter. Par contre, vous pouvez aiguiller, écouter, proposer des choses, voilà. Et puis, c'est un rôle que je dois jouer. Bon, moi, je veux bien le jouer, mais j'aimerais mieux le jouer vraiment, vous voyez. Mais vous le faites. Mais c'est vraiment, là, ce que je vous dis. Vraiment, ça voudrait dire quoi? Être à la place des autres et faire à la place des autres, non? Apporter de la joie, apporter du bonheur. Oui, mais en écoutant votre voix, je suis sûre. Mais regardez votre petite fille qui vous adore. Bien sûr que vous lui apportez de la joie. Vous êtes importante pour elle. Juste en existant, en étant qui vous êtes. Donc, quelquefois, c'est juste en étant là qu'on fait beaucoup de bien aux autres. Et pas forcément en faisant, en étant dans l'être et pas dans le faire. Voilà, et ça, c'est une capacité que vous avez très certainement, Eliane. Merci, Eliane, de nous avoir appelés. Bonne nuit à vous. Reposez-vous bien. Donnez-nous des nouvelles de votre petite fille. Que Dieu vous garde parce que vous êtes merveilleuse. Merci à vous. Énormément de bonnes choses. Croyez-moi, ça me fait du bien. Là, j'ai une. Déjà, ça va mieux, tant mieux. Une voix toute tracée. Je vais la suivre et je vous donnerai des nouvelles. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Je vous embrasse, Eliane. Passez une bonne nuit. Moi aussi, je vous embrasse. Et merci infiniment. Louise attaque sur Europe 1. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Pauline. Bonjour, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de m'accueillir.
Voilà, je voulais faire un témoignage personnel sur ma situation actuelle. Je vais essayer d'être claire. Donc j'ai 38 ans. Je suis malade depuis 2004, donc depuis 12 ans. J'ai une maladie rare et chronique. J'ai été opérée de l'intestin. On m'a enlevé 1,10 m d'intestin parce que j'allais mourir. Je chopais ce qu'on appelait des diverticuloses. Et du coup, ça fait des hémorragies internes, des occlusions à répétition. Et donc, ils ont été obligés de m'opérer parce que j'allais y passer, quoi. Voilà. Et depuis, je vis un véritable calvaire au quotidien. J'ai des douleurs atroces. Et je vais aux toilettes 30 fois par jour parce qu'en fait, ils m'ont pas mis de poche. Là, vous savez ce que c'est la poche? Oui. C'est pour aller aux toilettes dans la poche. Mais moi, ils m'ont fait ça à la naturelle. Donc, du coup, je vais aux toilettes. Je peux pas me retenir. Je vais aux toilettes 30 fois par jour. Donc, c'est très handicapant. Je vomis aussi pas mal. Donc ça me gêne aussi au quotidien. Donc il faut faire avec. J'ai dû arrêter ma profession. J'étais secrétaire médicale. J'ai dû arrêter de travailler parce que je pouvais plus suivre. J'étais à un poste d'accueil, donc je pouvais pas me lever pour aller aux toilettes et pas répondre au téléphone. C'était pas possible. Donc j'ai dû tout arrêter. Et je tenais pas parce que je suis sous morphine pour la douleur depuis 5 ans. Donc il faut tenir avec la morphine parce que c'est pas évident comme traitement, il y a beaucoup d'effets secondaires. Il faut faire face, quoi. Mais la question que j'avais posée à Quentin, c'était est-ce qu'on peut quand même être heureux tout en étant malade? Et je pense que oui. Vous pensez que oui? Oui. Ouais, je pense que oui, quand même. On arrive à trouver des moments de bonheur, à faire des choses un minimum. La vie, elle change. Moi, j'étais quelqu'un de très, très active. Et maintenant, je vis au jour le jour, doucement, quoi. Je suis obligée de vivre, de faire une chose à la fois, une chose par jour. Oui. Voilà. Je fais une chose par jour, pas plus, parce que sinon ça déborde, j'y arrive pas. Vous avez raison, hein, Pauline, vous illustrez ce que c'est que de faire avec ses limites. Alors, votre corps vous limite, vous êtes dans vos limites et arriver à faire dans ces limites-là, c'est là la possibilité, comme vous dites, de trouver des moments, des moments de bonheur, des moments de satisfaction dans la limite de ce qui vous est possible. Parce que si vous sortez de la limite, vous êtes très malheureuse. Parce que c'est tout ce qui n'est pas possible de faire. C'est ça. Mais oui. Je suis assez frustrée quand même. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a pas mal de choses que je voudrais faire, mais je peux plus. J'imagine. Comme le sport, par exemple, je peux plus faire de sport. Je peux plus trop bouger dans tous les sens comme avant. Oui, c'est vraiment par la maladie, votre cadre de vie qui s'est rétréci, limité. Et c'est vrai que ce qui rend malheureux, c'est de regarder tout ce qui était possible de faire avant, tout l'impossible. Et la façon de pouvoir avoir un peu d'apaisement et de plénitude dans la situation, c'est de regarder ce qui reste possible. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce qu'en ce moment, il est assez médiatisé, il écrit un livre avec Mathieu Ricard et Christophe André, c'est Alexandre Jolien, le philosophe. Ça vous dit quelque chose, Pauline? Parce qu'il est né, en fait, malade, hein. Il est né avec un problème à la naissance et donc il est handicapé lourdement. Il est devenu philosophe. Il a écrit pas mal de livres, au moins déjà je crois 4 ou 5, dont Éloge de la fragilité, Le philosophe nu. Là, il vient de sortir un livre justement sur le bonheur avec Mathieu Ricard et Christophe André. Si vous avez un accès à Internet, regardez des vidéos de lui sur YouTube. Parce qu'il est très impressionnant même à écouter, hein, parce qu'il a des difficultés pour parler et il est impressionnant à regarder. Et je pense que il donne une leçon de philosophie, donc de sagesse à beaucoup d'entre nous par tout le trajet qu'il explique très bien avec une immense douleur qu'il a fait pour accepter sa maladie, le regard des autres, parce que aujourd'hui il a une femme et des enfants, mais le regard des autres le perturbe, on se moque de lui dans les transports, il le raconte.
Et il en souffre encore. Hein, et... moi, c'est ça, j'en souffre pas trop parce que ça se voit ça pas. se voit Moi, pas. c'est intérieur. Bien sûr, donc, bien sûr. Ça se voit pas trop. Mais comme vous dites, quand vous devez aller 30 fois aux toilettes par jour, c'est très handicapant pour une vie sociale. Carrément, quoi. Travail. Quand je suis au centre-ville, je suis obligée de rentrer dans tous les bars. Ils me connaissent tous, les barman. Hein. Ouais. Parce que je rentre maintenant pour juste aller aux toilettes, quoi. Je peux pas consommer à chaque fois que j'ai envie d'aller aux toilettes. Mais peut-être, maintenant vous avez créé un lien, ils vous laissent rentrer avec le sourire. Oui. Voilà. Oui, ils sont sympas. Ils sont sympas, généralement. Les gens, ils sont sympas. Même dans les magasins, parce que je tiens pas dans les queues, ça. J'ai une carte, donc ils me laissent bien passer. Donc ça crée un autre rapport aux autres aussi, un autre rapport social. Sûr. Vous découvrez autre chose, de gens qui vous accueillent comme vous êtes. Vous voyez, vous parlez des barman, vous parlez quand vous montrez votre carte. Donc votre vulnérabilité vous amène à être en contact constamment avec les autres. Vous avez besoin que les autres vous fassent confiance, vous accueillent, prennent soin de vous, vous autorisent. Puis j'ai de la chance d'avoir une famille et aussi un petit copain génial, quoi. C'est super ça, ouais. Donc en fait, j'ai mon copain, il a appris à faire les piqûres et c'est lui qui me fait les piqûres. Ah, c'est merveilleux. Donc vous vivez en couple en fait, Pauline. Oui, je suis en couple et mon copain, il fait en moyenne entre 15 et 20 piqûres par jour. Hein. À 15 à 20 piqûres par jour, mais alors, lui, il travaille, comment ça s'organise tout ça? Il travaille pas. Donc, il est en inaptitude pour d'autres raisons. Et il a dû arrêter de travailler. Et du coup, il est présent, quoi. Donc, du coup, il s'occupe de moi. Pas mal. Oui, donc vous avez... Ça m'aide beaucoup, hein, parce qu'au début, j'étais toute seule avant et c'était la grosse galère. J'étais obligée d'appeler le SOS médecin tous les 2 jours. Je les appelais, ils venaient chez moi pour faire la piqûre, quoi. Donc c'était compliqué. Les infirmiers, c'est compliqué aussi parce qu'ils passent, mais vous n'avez pas forcément mal quand ils passent. Donc ils vont vous piquer quand même et vous n'avez pas forcément mal. Donc ça, c'est pas génial. J'ai trouvé que c'était pas génial. Parce que vous devez avoir ce traitement de piqûre régulier pour pas qu'il y ait de récidives ou de douleurs, c'est ça? Non, la douleur, je tiens pas, douleur. J'ai mal. Et qu'est-ce que disent les médecins sur l'évolution de votre maladie? Quelles sont les perspectives? Ils disent que on a déjà été opéré, il y en a qui ont été opérés, c'est encore pire. Parce qu'en fait, j'ai ce qu'on appelle un syndrome de Cyriax par-dessus mon problème intestinal. C'est un nerf qui s'inflamme et qui se coince entre la 8e, 9e, 10e côte. Au niveau de l'hypocondre droit, au niveau sous le sein droit, pour être précise. Et ça, ils ont déjà testé des opérations parce que c'est souvent les sportifs de haut niveau qui ont cette maladie. Et ils ont testé des opérations, ça a été plutôt foireux, quoi. Les gens, ils sont encore plus mal qu'avant l'opération. Donc on me déconseille de me faire opérer, je pourrais me retrouver en fauteuil, ça peut toucher la moelle épinière, donc il n'y a pas de solution, là, pour l'instant. C'est le poisson qui se mord la queue, quoi. C'est de vivre avec cette douleur, c'est de supporter la douleur, de faire avec. Il y a la douleur, les diarrhées, les vomissements. C'est 3 choses qui sont... Je dirais que le plus pénible pour une femme, c'est la diarrhée, quoi. C'est vraiment humiliant, quoi. Et votre compagnon est très bienveillant, très à l'écoute de vous là-dessus. Il est là. Il se moque pas, il est présent. Mais ça a transformé notre relation, parce que par exemple, il n'ose pas me faire des câlins, parce qu'il a peur de me faire mal. Et vous avez mal si vous faites des câlins? Non, au contraire, parce qu'il y a les endorphines. Au contraire, dites-lui, il faut le rassurer. Mais il a peur, il n'arrive pas à dépasser ça, quoi. Et si vous le rassurez tout doucement, je l'ai fait. Ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble, donc. Et lui, c'est pas lié du tout à lui, son problème à lui, de son côté. Non. D'accord, il n'y a pas de lien. C'est juste parce qu'il a peur. Parce que, demandez-lui qu'est-ce qu'il aiderait. Il a aussi l'hypertension, donc il a peur. Il fait quand on fait un câlin, par exemple, après le câlin, il tombe dans les pommes.
il a la tension qui monte, monte. Ouais. Après l'excitation, et du coup, il tombe dans les pommes. Et il en a parlé, ça, à son médecin? Ouais, un peu, mais c'est pas trop le genre à parler aux médecins. Ah oui, mais ce serait important. Hommes, bah oui, les hommes, mais c'est important parce que c'est important de pouvoir faire des câlins, ça fait du bien au moral et au corps. Bah oui, et donc c'est un peu dommage de s'en passer. Donc c'est vraiment un point important pour vous et il n'y a pas de honte à dire bah voilà j'ai un problème de tension après et qu'est-ce que vous pouvez me proposer et m'aider surtout voilà entre hommes s'il en parle à son médecin homme c'est quelque chose qu'il peut comprendre. Aidez-le peut-être sur ce sujet parce que c'est quelque chose que vous avez besoin de partager qui peut que vous faire du bien à tous les deux. Vous avez besoin aussi d'être dans cette tendresse. Parce que toute la soirée, je lui demande des piqûres. Alors ça pousse pas à penser au truc, quoi. Oui, je suis d'accord. Oui, mais vous dites que ça a quand même déjà eu lieu. Donc c'est quelque chose que vous connaissez entre vous. C'était avant d'être malade? Mais plutôt à une autre heure. Hein. Oui, plus tard. Soirée, plus tard dans la nuit, quand vous êtes... Non, plutôt à 2h de l'après-midi. Ah bah voilà, plutôt... Moi, il n'y a pas d'heure pour ça. Hein. Non, il n'y a pas d'heure. C'est pas une histoire de nuit ou de jour, hein. C'est quand on peut, quand on veut. Donc voilà, c'est pas une histoire d'heure. Mais c'est important, Pauline, que vous puissiez... D'abord que vous l'accompagniez, que vous en fassiez un vrai sujet dans votre couple ensemble. Même s'il est un peu timide sur le sujet, ben justement, alors parlez-en, c'est quand même... c'est physique et psychologique, le sexe. Et dans un couple, la parole, c'est très important pour accompagner l'acte. Et ça passe beaucoup plus par là. Et quand il y a des soucis, des angoisses, des blocages, ben ça aide énormément de s'en parler. Moi, quand je lui parle, il se ferme. Ah, quand vous lui en parlez? Ouais, il se ferme. Parce qu'il sent en échec, peut-être. Donc, il est anxieux. Bah, c'est difficile, hein, pour un homme, d'aborder le sujet. Si lui se sent pas bien, il se dit que il est en échec, qu'il n'ose pas, qu'il a peur. Alors, rassurez-le là-dessus, sur tout ce qui est de l'ordre qui tourne autour de la performance. C'est pas un sujet de performance. Un câlin, c'est être bien dans les bras l'un de l'autre. Et plus, si ça marche, mais vous voyez, ça commence par des caresses, ça commence par de la tendresse, ça commence par toutes ces choses-là. Bah oui. Et donc, vous pouvez aussi être là-dedans, sans qu'il y ait, sans un acte complètement accompli ou abouti. Apprenez. Oui. Vous voyez, ça pourrait être un langage. À faire plutôt des préliminaires qu'un acte complet, quoi. Oui. On fait ça. Oui, et petit à petit, voilà, au moins pour reprendre de la confiance. Ben oui. Et puis après, c'est peut-être vous qui allez le guider, l'aider. Il a peut-être besoin de vous là. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que moi en fait j'ai subi de la pédophilie quand j'étais jeune. Et je suis en plein procès pour que la personne soit condamnée. Donc je suis pas la seule, on est 15 victimes. Oui. C'est un groupe de personnes qui ont été touchées et violées. Donc moi j'ai été violée, et ça il le sait, et ça le travaille aussi pas mal. Ah oui. Et en plus le procès a lieu en ce moment, donc oui. Voilà. Oui, je comprends. C'est moi qui suis... normalement c'est moi qui devrais être coincée, et c'est pas moi qui suis coincée, quoi. Il le porte à votre place. Il le porte pour vous. Ouais. Vous avez fait un travail autour de ça Oui, ça s'entend. J'ai un psychiatre depuis longtemps. Qui vous suit. Depuis longtemps, qui vous a aidé. Mais pour lui, c'est un peu nouveau. C'est quelque chose à apprivoiser aussi pour lui, par rapport à vous en tant que femme. Et vous en parlez ensemble quand vous dites, vous pensez... Oui, parce que je reçois régulièrement des courriers du tribunal, donc moi j'ai pas envie de... Je suis obligée de le partager un peu parce que c'est lourd, hein. C'est très lourd à lire, Ah oui, à lire. C'est cru, c'est mes copains en plus qui ont été touchés, donc mes anciens copains, donc ça me fait quelque chose aussi. Donc forcément, Pauline, tout ça impacte votre couple, hein. C'est quand même, c'est un élément très important que vous amenez là, parce que, vous voyez, c'est une incidence dans une intimité, sur un aspect sexuel qui peut être très traumatisante pour lui, s'il partage tout ça.
Ouais. Ce qu'ils disent aussi, les médecins, c'est que je vais guérir après le procès, quoi. Ça, c'est fort possible. Bien sûr, Que j'y pensais en vous aller beaucoup écoutant. mieux. Peut-être pas guérir, mais je vais aller beaucoup mieux. Mais Une oui. fois que je saurai qu'il a payé et tout ça, Oui. que je vais toucher des dommages et intérêts, tout ça. Que je vais être L'intestin, reconnue en tant que Pauline, victime. c'est le siège de nos Cerveau, émotions. hein. Oui, c'est un cerveau, le c'est le deuxième cerveau, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais. Je ne sais pas si Je vous sais avez bien. entendu parler du livre de cette jeune Allemande. Oui, là, je l'ai pas lu. Vous l'avez encore, lu? hein. Oui, je le dis pour les Non, je auditeurs. l'ai pas lu. C'est Le charme de l'intestin. C'est Julia Enders, hein, une jeune étudiante en médecine allemande qui fait un carton là avec ce livre et qui raconte toute l'histoire de l'intestin. Justement, elle s'est passionnée pour l'intestin en faisant plein de recherches et effectivement ce deuxième cerveau. Donc très certainement en avançant avec votre procès dans votre histoire, ça va aussi aider votre couple, bien sûr. Et pourquoi pas, Pauline, en parler, aller consulter avec lui tous les deux, voyez, un sexologue, thérapeute de couple, enfin quelqu'un qui puisse juste vous aider dans le dialogue de votre couple. Je peux conseiller mon généraliste, mais il ne veut pas. Ah, pourquoi? Ben, il veut pas. Mais quand moi, je veux pas. Il veut pas, pourquoi? Parce qu'il veuille pas, c'est ok qu'il veuille pas. Il faut qu'il argumente, hein. On veut pas, d'accord? C'est ok qu'on veuille pas, mais pourquoi il veut pas? Parce que peut-être il a peur de quelque chose. Peut-être qu'on lui dise des choses, je sais pas. Je vois mal aller voir un sexologue. Moi, je vais proposer. Oui, mais c'est pas technique, rassurez-le. Hein. Voir un sexologue, c'est pas parler de technique de sexe. C'est parler d'une relation qui a trait à la sexualité. Mais on parle de plein de choses chez le sexologue qui n'ont rien à voir avec le sexe. On parle de relations. Et de relations jusqu'à l'intime. Donc, rassurez-le, un sexologue, c'est pas parce qu'on a un problème de sexe ou un problème technique. Alors, quelquefois, ça peut, mais très souvent, à 80%, les consultations chez le sexologue sont pas liées à des problèmes techniques. C'est des problèmes de relations psychologiques, hein, de comment on aborde ce sujet-là dans un couple. Et ça peut être très, très aidant pour vous deux d'en parler ensemble. Au vu de ce que vous vivez, au vu de ce procès, au vu des actes de pédophilie, de votre histoire, de son histoire. Parce qu'il porte aussi beaucoup, lui. Et ça doit bloquer forcément votre intimité. Surtout que ce procès, c'est mes copains. Moi, j'en avais jamais parlé jusqu'à l'âge de 30 ans. Et c'est mes copains qui ont porté plainte en premier et les flics sont venus me chercher chez moi en me disant vous êtes victime, on veut vous entendre. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le truc et que j'ai parlé. C'est la première fois que j'ai parlé à 30 ans. Je n'avais parlé à personne avant. Et vous étiez déjà avec votre compagnon? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Un an avant. C'était un an avant. Et vos ennuis de santé ont commencé en 2004, vous me dites, oui, on n'est pas loin. Mes ennuis de santé, ils ont commencé à 19 ans. J'ai développé un trouble bipolaire. Ah oui. Un trouble bipolaire que j'ai stabilisé en quelques années. Et depuis, j'ai pas rechuté. Là, je suis stable. Je prends mon traitement et tout roule. Tout roule pour moi, donc je touche du bois, j'ai pas rechuté. Mais en fait, j'ai enchaîné 2 maladies, quoi. J'ai enchaîné le trouble bipolaire et l'intestin. Le psy et le physique. Et l'intestin cerveau émotionnel, donc lui aussi, il a... mais sans doute, vous avez une histoire tellement lourde, Pauline, vous avez tellement porté, qu'il y avait de quoi pas digérer plein de choses, que tout se tord à l'intérieur de vous, Donc écoutez, je vous souhaite que ce procès vous libère et vous aide. Merci. Et d'avancer avec votre compagnon parce que vous vivez une belle histoire ensemble et que vous êtes bien ensemble. Donc c'est peut-être juste quelque chose à réguler dans le dialogue, dans la patience l'un avec l'autre. Mais je pense que vous êtes bien partis, vous épaulez bien tous les deux. Merci. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Bonne soirée. Pauline. Au revoir. Courage. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et on retrouve Isabelle Laurence Gontier. Oh, ça va pas, je suis fatiguée, ma chère Laurence. Pour les informations, c'est Laurence Gontier, merci. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. 40 jours après la disparition d'Alexia sur l'île de Léron, le corps retrouvé hier est très vraisemblablement celui de cette adolescente de 15 ans. L'identification n'est certes pas encore formelle, Stéphane Place, mais tout laisse à penser qu'il s'agit bien de la jeune fille qui s'était volatilisée à la sortie de son lycée.
Dans son communiqué publié en début d'après-midi, la procureure de la République de La Rochelle le souligne, la physionomie et les vêtements correspondent à ceux d'Alexia. La justice peut compter sur les spécialistes de l'IRCGN. Ils sont arrivés en hélicoptère dès hier soir sur l'île d'Oléron pour identifier formellement la victime et dater la mort. Quant à l'autopsie réalisée ce matin à Poitiers, le parquet explique qu'il ressort des conclusions provisoires que le corps ne semble pas avoir subi de violences sexuelles. Un corps retrouvé tout à côté du lycée où était scolarisé ici à Saint-Trojan Alexia. Un corps dissimulé avec beaucoup de soin, nous dit-on, sous des végétaux, des branchages dans cette forêt qui borde la plage et le sentier longeant le littoral. Depuis la disparition de cette adolescente, depuis le 1er février, de nombreux habitants avaient participé aux recherches. Alors vous l'imaginez, sur l'île, l'émotion est vive, comme en témoignent ces deux mères de famille. C'est un choc. On se met à la place de la famille. Et aujourd'hui, on a peur. Et on a peur pour nos enfants. Puis Saint-Trojan, c'est un petit village, tout le monde se connaît. C'était une copine à mon fils, en fait. Ils ont été au collège ensemble. Il y a une psychose quand même, parce que bon, on est à l'abri de rien, et puis c'est très touristique, donc il y a beaucoup d'entrées et sorties dans l'île. Une vingtaine d'enquêteurs de la gendarmerie que l'on croise ici à Saint-Trojan multiplient les auditions, passent au peigne fin le secteur où a été découvert le corps, collectant le moindre indice pouvant les mettre sur une piste. Stéphane Place pour Europe 1. Très vive inquiétude dans le Gard, cette fois où un adolescent de 16 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 1er mars. Antoine, qui est présenté comme un garçon sans histoire, a disparu du domicile familial près de Nîmes. Lorsqu'il est parti sans ses papiers ni son portable, il a précisé à son père qu'il revenait. Une information judiciaire a été ouverte pour disparition inquiétante. La politique et la primaire de la droite et du centre est-elle compromise? Le président de l'UDI sème le trouble. Jean-Christophe Lagarde appelle en effet les militants de son parti à refuser d'y participer. Camille Girard, pourquoi une telle consigne et quelles pourraient être ses conséquences? On appelle ça un coup de pression. L'UDI pense déjà aux prochaines législatives de 2017. En contrepartie de leur participation à la primaire, les centristes veulent obtenir des circonscriptions, des postes de députés. Mais Jean-Christophe Lagarde est gourmand, un peu trop au goût des Républicains. Il exige des candidats uniques de l'UDI dans un quart des circonscriptions, c'est-à-dire 2 fois plus que d'habitude. Les Républicains ont besoin de nous, m'a expliqué un parlementaire centriste. C'est normal qu'on hausse le ton, ajoute-t-il. Bref, un jeu classique de négociation. Personne à droite n'a en effet intérêt à prendre le risque d'une candidature centriste qui pourrait priver le gagnant de la primaire des quelques voix nécessaires pour parvenir au second tour de la présidentielle en 2017. Camille Girard du service politique d'Europe 1. Près d'un mois après avoir déclaré sa candidature à la primaire de la droite, Jean-François Copé fera son premier meeting de campagne ce samedi en fin de matinée dans sa ville de Meaux. Manuel Valls promet un compromis dynamique et ambitieux après avoir reçu les organisations étudiantes et lycéennes ce vendredi, des organisations qui ont manifesté cette semaine contre la loi travail. Les désaccords de fond persistent, si bien que l'UNEF appelle à amplifier le mouvement. Une prochaine réunion est prévue lundi après-midi en présence des ministres Myriam El Khomri et Emmanuel Macron. La colère de la famille de l'homme mort lors d'un essai clinique au CHU de Rennes. 2 mois après le drame, la compagne et le frère de la victime sont sortis de leur silence lors d'une conférence de presse donnée à Paris. Mélanie Gomez, vous y étiez pour Europe 1. Les proches du patient décédé exigent des réponses sur plusieurs points. Oui, si la famille prend la parole aujourd'hui, c'est parce qu'à ce jour, tout ce qu'ils savent sur cet accident, c'est dans la presse qu'ils l'ont appris. Ils affirment qu'aucune autorité ne les tient au courant des avancées de l'enquête. Du coup, ils ont d'ailleurs demandé à un expert privé de trouver d'éventuelles failles. Et justement, ils sont persuadés que dans le protocole même de l'essai, il y a des éléments qui auraient dû pousser les autorités à ne pas valider cette expérience. En tout cas, Guillaume, lui, ne se serait pas lancé dans ce test s'il avait eu certains éléments en main, comme l'explique Florence, sa compagne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont été cachées. Et il n'aurait peut-être certainement pas pris la même décision s'il avait tout su. Le véritable but de ces essais sur cette molécule qui a été abandonnée par d'autres parce qu'elle n'avait pas d'effet. Voilà, c'est quand même incroyable. Le fait qu'il y ait eu des animaux qui sont morts suite à ces essais, on ne le savait pas. En tout cas, c'est pas précisé dans le protocole. Le fait qu'il faille attendre que 4 personnes soient sujets à des effets indésirables pour réagir. On recherche quoi exactement? Enfin, elle pointe également du doigt la prise en charge de Guillaume au moment de l'accident. Selon elle, le dossier médical prouve qu'ils ont mis trop de temps à réagir. Les premiers symptômes neurologiques sont apparus dès 8h du matin. La situation s'est ensuite aggravée tout au long de la journée, mais ce n'est que vers 20h que Biotrial décide de son transfert vers le CHU de Rennes. Mélanie Gomez, spécialiste santé à Europe 1. 2 prisonniers sont activement recherchés depuis ce vendredi après-midi. Ils
Ils ont profité des obsèques d'un proche dans un camp de gens du voyage près d'Orléans pour s'évader. L'un d'eux était en détention provisoire à Saran, dans la banlieue d'Orléans. L'autre était incarcéré à Argentan, dans l'Orne. À l'étranger, Washington souhaite des discussions au sujet des essais de missiles en Iran lundi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Puis les États-Unis se félicitent que le cessez-le-feu en Syrie soit en général respecté 2 semaines après son entrée en vigueur. Ils condamnent toutefois les violations de la trêve par l'armée syrienne contre l'opposition. Minuit 6 sur Europe 1, vous les avez peut-être vus à la sortie de votre supermarché, vous leur avez peut-être d'ailleurs déjà donné quelques denrées. Et si ce n'est pas le cas, sachez que vous avez jusqu'à demain soir, voire dimanche matin pour le faire. Les bénévoles des Restos du Cœur ont entamé leur grande collecte. Hélène Fromanti, vous vous êtes rendue dans une grande surface du 14e arrondissement de Paris pour Europe 1 et parmi ceux qui donnent, eh bien vous avez rencontré des gens eux-mêmes dans le besoin. Oui, et si certains clients arrivent avec des sacs entiers, la plupart ne donnent qu'un produit. Une boîte de cassoulet, un paquet de pâtes ou bien une brique de lait. Ils les posent discrètement, presque désolés de ne pas pouvoir faire plus. On fait ce qu'on peut, vous voyez, j'ai donné qu'un paquet de farine. Mais comme je viens tous les jours, alors demain j'avais l'intention de donner du sucre, j'ai donné ce qui me paraissait le plus utile. C'est pas grand-chose, mais ça rend service quand même. D'autres, comme ce retraité, vivent simplement. Alors ce dont ils arrivent à se passer, ils le donnent au resto. J'ai donné 2 boîtes de conserve, un paquet de nouilles. Je suis à la retraite, je fais un peu attention. On a beaucoup moins de besoins en vieillissant, que ce soit les Restos du Cœur ou d'autres organismes. Je donne toujours. Depuis le début de la matinée, Sébastien Keller empile les cartons sur des palettes. Pour lui, donner quand on a de faibles ressources est aussi une manière de se rendre utile. Les gens donnent assez naturellement et je crois que la symbolique du repas, ça touche tout le monde. Donc peut-être les gens vont limiter le montant de leurs dons, mais on a très facilement et très naturellement envie de contribuer à donner un repas à des gens qui sont en galère. Cette année, avec les 7000 tonnes de marchandises qu'ils espèrent récolter, les restos prévoient de servir 7 millions de repas. Un reportage signé Hélène Fromanti pour Europe 1. Le football, la 30e journée de Ligue 1 a débuté ce soir avec un match nul de partout entre Monaco et Reims. En étant tenu en échec, Monaco offre l'opportunité à Paris d'être sacré dès dimanche. Encore faut-il que les hommes de Laurent Blanc s'imposent face à 3 champions dès la 30e journée de Ligue 1 serait un record. En Ligue 2, victoire de Metz face à Ajaccio, 3-2. Niort a battu le Paris FC 2-1. Sochaux l'a emporté face au Havre 1-0. Brest est allé s'imposer à Valenciennes 1-0. Bourg-en-Bresse, Nancy 2-0. Un partout entre Lens et Clermont et entre Tours et Laval. Score nul et vierge entre Créteil et Évian-Thonon-Gaillard. Le temps de ce samedi, après dissipation des grisailles matinales, il fera très beau dans le nord-ouest du pays. Du soleil également sur le pourtour méditerranéen, des nuages sur les Pyrénées. Les températures au milieu de la journée comptaient 10 degrés à Nancy, 11 à Morlaix et à Lyon, 12 à Paris comme à Bordeaux, 13 au Mans, 15 à Marseille et 17 à Ajaccio. La deuxième partie de la Libre Antenne revient dans un petit instant sur Europe 1. Il est minuit 8. Vous retrouverez Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1, c'est la Libre Antenne qui se poursuit avec vous et en direct au 39 21 pour vous confier et nous confier un peu de vos joies et de vos peines, un lieu de partage et d'échange où nous nous écoutons et nous nous répondons. L'important étant de ne pas rester tout seul avec ses questionnements, ses doutes ou ses inquiétudes. Alors pour se parler et se dire ce soir, appelez-nous au standard au 39 21.
Quentin et Corentin sont là pour vous y accueillir avec attention et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit. Vous le savez, vos commentaires sont précieux pour aider les auditeurs et m'inspirent bien souvent des éléments de réponse. Et puis vous pouvez également dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Et puis Pauline, un message de Camille pour vous si vous nous écoutez toujours. Camille qui vous dit: vous êtes très touchante Pauline et vous paraissez très sûre de vous. Je vous souhaite beaucoup de courage pour le procès et pour la suite. Oui, courage à vous Pauline. Bonsoir Wissam, vous êtes là? Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Oui, alors on vous entend, donc, vous êtes à l'antenne. Oui. Donc du coup, moi je souhaitais partager un peu mon expérience avec tout le monde, tous les malades, ceux qui ont des maladies comme le cancer par exemple, ou certaines tumeurs aussi au cerveau, comme mon papa qui a été touché par cette maladie. Donc donner un peu d'espoir à ces gens. Donc moi je vous explique un peu mon histoire et l'histoire de notre famille. Donc en décembre, plutôt en novembre, mon père commençait à faire des crises d'épilepsie au niveau du bras. Donc soudainement, alors que tout allait bien, il était en excellente santé. Voilà, la vie était belle. Et jusqu'au jour où il a eu ces fameuses crises, et du jour au lendemain, on s'est retrouvé à l'hôpital à faire des diagnostics, un IRM, 2 IRM, 3 IRM. Et donc, à partir d'un moment, on nous a lâché le mot fatidique, enfin le mot qui fait peur tout le monde. Votre papa a une tumeur cancéreuse. Donc toute la famille était vraiment, on était tous à genoux, on était tous très très mal et on avait du mal à le vivre. Donc à partir du moment où il a eu une biopsie où la biopsie, on nous a dit que les résultats étaient vraiment très très allaient être très durs à encaisser. Donc c'est un glioblastome donc multiforme de grade 4, donc l'un le grade le plus élevé dans les cancers. Et du coup, quand on a su ça et que les médecins nous disaient qu'il allait vivre très peu de temps, on savait plus trop quoi faire parce que en plus de ça, les neurochirurgiens ne voulaient pas l'opérer. Donc donc à partir de ce moment-là, pour nous, la vie commençait à s'arrêter. De plus que mon père, en l'espace de 2 à 3 semaines, il commençait à se paralyser du bras et de la jambe. Donc, il devenait plus autonome. C'est allé très vite. Et quand en famille, on essayait de chercher des réponses un peu de partout. On a essayé d'appeler, on a appelé à Montpellier, au CHU de Montpellier, au CHU à Paris pour essayer de trouver une ou deux réponses pour avoir l'espoir qu'ils puissent opérer mon père de cette tumeur au cerveau. Donc tous avaient le même avis que le neurochirurgien à Saint-Étienne en disant que non, c'est inopérable et que on n'avait plus trop le choix, on devait attendre, on devait vivre comme ça, puis ils nous proposaient simplement de faire de la chimiothérapie et de la radiothérapie pour pouvoir ralentir la tumeur, la progression de la tumeur. Donc un peu tout le monde nous a un peu tous découragés, on va dire. Donc à partir de ce moment-là, en famille, on a essayé de trouver d'autres réponses ailleurs qu'en France. Oui, ou des médecines alternatives, Oui, voilà. Oui. Donc on a appelé au Canada, un peu de partout, pour pouvoir trouver quelques... Avec votre maman, donc? Oui, c'est avec votre maman vous faites tout ça? En fait, on a notre maman encore. Et vous êtes plusieurs frères et sœurs, Wissam? Oui, donc on est 5. Vous êtes 5, et vous avez quel âge?
Moi, j'ai 23 ans, donc je suis le petit dernier. Le petit dernier, d'accord. Et vous êtes tous les 5 concernés comme vous l'êtes et très actifs avec votre maman? Ah oui, exactement. Ah oui, exactement. oui, c'est ce que j'entends. Donc on était tous mobilisés, très mobilisés. Oui, on était tous très mobilisés pour trouver une solution. Oui. Sachant que au bout d'un mois, mon père, il commençait à plus parler. Donc enfin vraiment, la maladie avait vraiment pris le dessus. Puis il n'était plus du tout autonome. Donc on commençait vraiment à le perdre et les médecins nous disaient qu'il passerait pas les fêtes, donc fin décembre. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, on a regardé sur internet quelques forums et on a trouvé qu'en Allemagne ils opéraient ce type de tumeur. Oui. Donc c'était quand même vague, assez vague. Donc on a contacté l'hôpital de Cologne et on a été mis en relation avec une très gentille dame qui a su nous parler et elle nous a dit envoyez-nous tout ce qui est IRM, tout ce qui est résultats, voilà. Donc nous on a envoyé tout ça, on a dû traduire les résultats par l'intermédiaire aussi de mon cousin. Qui est étudiant lui aussi, qui a 23 ans et qui a su nous traduire tout ça. Et donc du coup, ils nous ont dit, venez dans un premier temps. On a pris un rendez-vous pour qu'il puisse voir mon père. Donc on était un peu sceptiques au début parce que l'opération, ils nous ont très bien dit que si ils l'opéraient, que ça allait coûter cher. Donc c'est-à-dire entre 30 000 et 40 000 euros, et que c'était pas remboursé. Donc du coup, nous, on réfléchissait, on savait pas trop, on n'avait pas trop confiance. Et à côté de ça, mon père allait très très mal, donc c'était la dernière carte à jouer du coup. Et donc du coup, on a décidé, moi, mon grand frère, qui est juste au-dessus de moi, ma mère. On a décidé de partir en train avec mon père en fauteuil roulant. Donc on l'a emmené jusqu'à Cologne et ils l'ont opéré. On a fait quelques examens. Ils ont fait quelques examens et à partir de ce moment-là, ils lui ont dit qu'ils pouvaient l'opérer. Donc 3 jours après, il s'est fait opérer. Donc ça c'était quoi, en janvier là? Rapidement. Comment? C'était là en janvier-février alors? Non, c'était fin décembre. Ah, fin décembre, d'accord, ça a été très rapide alors, d'accord. Ouais, ça a été très rapide. Et alors, comment ça s'est passé? Du coup, l'opération s'est très bien passée. Oui. Donc, ils lui ont enlevé la totalité de la tumeur, sachant que celle-ci est cancéreuse. Ils nous ont très bien dit de faire quand même tout ce qui est radiothérapie et chimiothérapie en rentrant en France. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, notre papa, il a été sauvé parce qu'il allait partir très rapidement. Ils ont commencé à le perdre. Et là, juste après l'opération, il a retrouvé ses jambes, ses mains et la parole. Enfin, tout est redevenu comme avant. Et en rentrant en France, il a fait la radiothérapie. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on a eu le premier examen, le premier IRM de contrôle. Et pour l'instant, il n'y a pas de repousse. Donc, et donc là, c'est une victoire. Ah oui, c'est une très belle victoire. Ah oui, c'est une belle histoire que vous nous racontez d'une mobilisation familiale et c'est très intéressant pour les auteurs qui nous écoutent de chercher, de faire des recherches à l'heure d'internet où vous êtes vraiment démené toute la famille autour de lui. On a vraiment c'était une grande galère parce que sur internet il y a un peu beaucoup. Il y a puis vous parliez. Alors moi c'est une question toute bête, mais vous, d'autres membres de la famille parlaient suffisamment bien allemand. Comment Non, en fait, on a la chance d'avoir de la famille en Allemagne, donc ils ont pu nous, pour vous aiguiller. Ils nous ont traduit, voilà. Et en Allemagne, on a eu aussi une personne qui parlait français et allemand, donc ils nous ont bien aidés. Mais tout ça, ça se trouve. De toute façon, en Allemagne, ils sont
à Cologne, ils sont préparés pour ce genre de situation. Il y avait, oui, encore fallait-il trouver où ça se trouvait. Oui, oui, d'accord. Encore fallait-il arriver à trouver cette voie-là, c'est-à-dire avoir ce renseignement. Oui. Exactement. En fait, le plus dur, ça a été de trouver l'hôpital et d'être mis en relation avec eux et de faire tout ce chemin. Et puis de prendre le risque, de faire confiance. Exactement. Tout ce que vous racontez. Ouais. De dire allez, on y va, on n'y va pas. Puis le coût aussi, le budget que ça représentait pour vous, bien sûr. Et puis cette décision de se dire est-ce que ça va être mieux, pire, enfin c'était angoissant. Pourtant en France on nous a vraiment découragés parce que je leur en ai parlé de l'Allemagne avant même d'y aller. Je leur ai dit, écoutez, je veux tenter là-bas, etc. Ils m'ont dit, les neurochirurgiens ici, non, c'est impossible, ils ne feront rien de mieux. Au pire des cas, ils vont le paralyser totalement, ça va être pire. Les médecins en France, ils m'ont découragé. Ouais, donc du coup, j'étais... un peu refroidi, quoi. Un peu refroidi, Donc du coup, on a réussi quand même à passer le cap et donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est une victoire et en fait, j'ai envie d'encourager toutes les personnes qui sont dans le désespoir comme ça et leur dire qu'ils peuvent... à pas baisser les bras, à chercher, quoi. À continuer à chercher à se renseigner. Oui, c'est clair. Vous faites du bien. coup, moi, pour ma part... ce parcours m'a tellement touché, m'a tellement... comment ça vous a transformé? Parce que vous avez 23 ans, là vous venez, comme vous dites, de vivre un parcours qui a dû vous faire énormément gagner en maturité. Quel jeune homme vous êtes maintenant, après cette épreuve-là? Donc maintenant, je vois plus la maladie pareil. Je vois... Quand je pense à la maladie, je pense vraiment au combat, quoi. Vraiment, faut vraiment pas il faut se battre, c'est ça que vous dites. Il faut vraiment se battre. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, si je peux vous dire, avant, je pensais pas du tout à tout ce qui était maladie, etc. Je suis jeune, je profite de la vie. Et maintenant, j'ai vraiment envie d'aider des personnes qui ont été dans le même cas que nous, à rechercher un peu de partout et à pas avoir de réponse. Donc, ça m'a donné envie, avec mes proches, de créer une association justement pour aider les personnes à passer ce cap et à essayer de trouver une réponse ailleurs dans le monde. Formidable. Parce que je suis pas allé qu'en Allemagne pour essayer de trouver certaines réponses. J'ai bougé un peu de partout. Je suis parti en Suisse, au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne. J'ai vu beaucoup de neurochirurgiens et de spécialistes avant de nous décider. J'ai vraiment parcouru l'Europe, on va dire, pour avoir mes réponses. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie d'aider les gens qui ont été dans le même désespoir, qui sont actuellement dans le désespoir total, comme on l'a été, et à les aider à trouver, à les mettre en relation avec des spécialistes. C'est un magnifique projet, vraiment un magnifique projet. Wissam, alors, il y a Jeanne qui demande, mais grâce à quoi avez-vous pu trouver ces 30-40 000 euros? Tout le monde n'en a pas les moyens, dit Jeanne. Effectivement, en fait, il peut y avoir un frein. J'ai la chance d'avoir une grande famille. Et donc, tout le monde s'est cotisé? Tout le monde s'est cotisé. On s'est fait un peu emprunter par des proches, mais... ça allait très vite, la mobilisation. De toute façon, quand on voit un homme cher à nous qui commence à partir, on peut que se mobiliser. Et justement, c'est vrai que ça me fait penser, vous savez, Wissam, aujourd'hui, qui est un procédé économique de crowdfunding où les gens en fait donnent de l'argent en fait sur un projet auquel ils croient. Et finalement, vous êtes en train de nous raconter, pourquoi pas faire une collecte pour quelqu'un qu'on connaît et pour aider à se soigner, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire avec mes proches. Donc l'association est déjà créée. Donc, d'accord. Elle s'appelle comment, Wissam? L'association s'appelle Léa, donc L-E-A. Oui. Ce qui veut dire l'espoir ailleurs. L'espoir ailleurs, magnifique. C'est ça. Oui. Donc, on est sur Facebook. D'accord, LEA. On a été créé il y a même pas une semaine. Il n'y a même pas une semaine. Bon, mais vous avez bien fait d'appeler l'antenne ce soir pour annoncer cette création.
Exactement, que les auditeurs et vous faire connaître. Oui, ben justement, voilà. Si je peux aider au maximum Oui, des personnes il y a en Marilyn désespoir, qui dit merci pour ce très beau message d'espoir et bonne guérison à votre papa. Quel est le lien que vous avez avec votre papa? Est conscient, j'imagine, de tout ça? Oui, maintenant, mon père, il n'y a pas un matin où il se réveille sans nous dire merci. Hein. C'est magnifique. C'est devenu une routine tous les matins. Oui, il envoie quoi? Un petit message, un petit texto? Il envoie à ses enfants, à tout le monde? Moi, je vis avec lui. Donc, du coup, tous les matins, c'est des bisous. C'est des bisous et merci. C'est magnifique. Exactement. Ouais. Voilà, si ça peut aider un maximum de personnes, l'espoir est ailleurs. L'espoir est ailleurs. LEA, voilà. Je dis donc, il y a une page Facebook, LEA, exactement, et l'association vient de se créer. Et puis voilà, on propose de mettre en relation les spécialistes dans l'Europe avec des personnes malades. Voilà, on n'est pas du tout médecin, c'est juste pour aider. Oui, c'est pour aider à faire des recherches, être des brouillards, comme vous l'avez été. Oui, c'est ce que disent les auditeurs. Bravo, quel bonheur de voir de telles initiatives. Bravo, vos parents peuvent être fiers de vous. Ça, c'est bien vrai, je suis bien d'accord. Et puis, il y a Liso qui dit pas d'autre mot, un miracle. La vie nous en offre parfois. Il faut savoir le prendre dans ce sens. D'autres font l'impossible sans issue heureuse. C'est vrai, aussi. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'il y en a qui font aussi, qui tentent tout et il n'y a pas d'issue aussi heureuse que celle-là. Mais votre message, c'est pas celui-là, c'est de dire que tout, ça vaut le coup d'être tenté quoi qu'il arrive. Bien sûr, il faut tenter quoi qu'il arrive. Voilà, on peut perdre, mais au moins on n'aura pas de regrets, quoi. On peut perdre, mais on a une chance de gagner. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Et j'encourage vraiment les gens à vraiment aller jusqu'au bout de leur, vraiment avoir du courage et c'est mon message battre, en fait, à combattre. Oui. Aidez-vous en famille ou entre amis. Et voilà, donc du coup nous on propose aussi si une personne a justement une opération qui est très chère à faire, donc justement on propose d'aider à la collecte de fonds. Oui. Exactement. J'ai un ami à moi qui travaille chez Google, donc qui peut vraiment faire une grande pub pour pouvoir, une grande pub, montrer qu'une personne est dans le besoin urgente et se mobiliser pour l'aider à guérir et à vivre tout simplement. Merci Wissam pour votre très très beau témoignage et puis vous voyez comment l'histoire de votre papa vous a amené sur ce chemin-là, le chemin de l'engagement. C'est magnifique et on retiendra donc LEA, l'espoir est ailleurs, la nouvelle association. Merci à vous Wissam. Merci et beaucoup, puis longue vie et bonne santé à votre papa surtout. Merci et puis j'espère vraiment que votre émission, moi je l'écoute tous les soirs en sortant du boulot et ça m'a donné envie de m'exprimer. Je vous remercie en tout cas vraiment du fond du cœur de nous avoir appelés. Merci Wissam. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. Au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Gaïne sur Europe 1. Bonsoir Cyril. Oui, bonsoir. Bienvenue. Mais merci. Oui. Je vous appelle parce que je suis papa de 3 enfants. Oui. Et il y a un de mes enfants qui a 5 ans. On a découvert une tumeur au cerveau. Inopérable. Ils appellent ça un gliome du tronc cérébral. Oui. Et en début janvier. Et quand ils nous ont annoncé ça, c'était pas. Déjà, ils nous l'ont annoncé un petit peu brutalement, quoi. C'est terrible. Et, ils viennent de vous l'annoncer là en décembre, c'est ça? Juste après les fêtes de Noël. De l'an. Ouais. Voilà, ouais. Ça a été découvert en plus par hasard. Ouais. Parce qu'il avait aucun symptôme. Il avait quoi? Il avait. Il vomissait, mal de tête. Oui. Et donc ils ont pensé à un syndrome méningé, j'imagine. Ouais.
Ben, ils ont pensé à ça Oui. et ils ont quand même pensé aussi plus à une gastroentérite aussi, Oui. qui vomissait beaucoup. Mm. Et donc, pour sécurité, un médecin remplaçant a eu le nez fin, a fait passer un IRM. Oui. Et c'est là qu'ils ont découvert la tumeur, quoi. Et Oh, le choc pour vous. Oui. bah ouais, surtout la manière dont il nous l'annonce, quoi. Parce Ouais. que il nous a annoncé clairement qu'il avait, par rapport au cas qu'ils ont connu, parce que c'est quand même une tumeur assez rare, Oui. qu'il avait très peu de chances de s'en sortir. Voilà. Donc Ouais. un pronostic vital qui est engagé, quoi, sur votre enfant. Ben, ils nous ont dit dans 3-4 ans, quoi. Et il va comment, là, hein, c'est votre fils, c'est ça? Voilà, c'est mon fils. Oui. Ben, Il souffre, non, il va... Ben, non, il souffre pas, parce que bon, on a une chance, on va dire, entre guillemets, c'est que ça a été découvert assez tôt avant que ça soit vraiment, qu'il soit dans un état grave, quoi. Parce que en général, les enfants qui ont cette maladie, ils arrivent, c'est un petit peu au dernier stade. Et lui, justement, la chance qu'il a eue, entre guillemets, c'est qu'on ait pu le détecter vraiment tôt, quoi. Mais est-ce que ça, en termes de chance, ça peut donner une chance, justement, de pouvoir le soigner ou retarder des effets? Ben, ce qui se passe, c'est que bon, il y a une radiothérapie qu'on pourra faire qu'une seule fois, parce que c'est comme c'est inopérable. Oui. Et voilà, c'est au tronc cérébral. Alors, je ne sais pas, Cyril, si vous venez d'écouter à l'instant, peut-être c'est pour ça d'ailleurs que vous appelez le témoignage de Wissam, qui appelait en racontant l'histoire de son papa. Oui, juste avant. Oui, juste avant. Oui. Et je ne sais pas si vous avez pris plusieurs avis dans le corps médical, mais là, il s'agit de votre enfant et peut-être que ce serait bien en tout cas d'avoir plusieurs avis en France ou ailleurs. Mais peut-être, pourquoi pas, contacter l'association de Wissam qui pourrait vous aider. Léa, c'est ça. Hein. Oui, Léa, l'espoir est ailleurs. Pour voir que ce soit, pas forcément à l'étranger, mais au moins d'avoir d'autres avis. Qu'est-ce que vous avez eu plusieurs avis déjà ou un là, seul? pour l'instant, on est vraiment sous le choc. Juste suivi par une seule équipe, quoi. Oui, vous êtes sous le choc. Oui, je comprends. Carrément. Oui, bien sûr. C'est difficile pour ma femme et moi. C'est difficile, bien sûr. Et puis même de se dire, on va voir comment on fait. Vous êtes forcément un peu perdu. Ouais. Ah ben totalement. Mais le je flou comprends. artistique là, c'est vraiment. On a confiance en la personne qui est devant nous, quoi. Mais oui, parce que c'est le seul relais que vous avez, donc on écoute et on est un peu perdu. Ouais, on sait pas bien quoi faire. Oui, je comprends. Voilà, c'est ça. Et en plus de la radiothérapie, il bénéficie d'un protocole européen, parce que comme c'est une maladie rare, il y a, je crois, deux ou trois cas par an qui se déclarent en France. Oui. Et ils essayent un médicament là, qui existe depuis 6 mois. Sur lui, ils nous ont fait signer un papier qui leur donnait l'autorisation d'essayer ce médicament. Pour bloquer c'est dans la cellule, après les détails techniques. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu là-dessus. Oui, je comprends. Non, mais voilà, il y a trois récepteurs sur la cellule et pour bloquer les mauvaises informations là-dessus, quoi. Ouais. Donc ma femme n'aime pas que je dise ça, mais il est un peu comme un cobaye, quoi. Oui, on essaye. Ils tentent quelque chose. Oui, peut-être ça peut. Ouais. Comment vous le vivez, votre femme et vous? Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Et puis pour les autres, ses frères et sœurs, pour la fratrie, comment vous le vivez tous là, hein? Alors, moi, je vous avoue qu'on le vit très mal. Oui. C'est pas évident de le voir, surtout que ce qu'il y avait, c'est qu'avant qu'on lui fasse la biopsie pour analyser la tumeur, il était normal, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait pas de problème, même physique, il n'y avait rien qui se voyait. Là, depuis la biopsie, il a la moitié du visage paralysé. Ah oui. Et il a quelques pertes d'équilibre. Donc voilà, c'est là on se retrouve avec notre fils et
qu'il y a, voilà, là, on voit quoi, qu'il a quelque chose qui est d'autant plus dur que tout. Oui, parce que la biopsie a eu cet effet-là sur lui. Ouais, voilà. Ouais, donc vous vous retrouvez du jour au lendemain avec un enfant gravement malade, avec un pronostic vital engagé. Enfin, c'est votre vie qui bascule, quoi. Les parents, les frères et sœurs. C'est le petit dernier. Non, c'est celui-ci au milieu. Celui du milieu, oui. Voilà, c'est le deuxième. Et qui comprend? Qu'est-ce que vous avez dit aux autres enfants? Comment vous en parlez? Alors, pour expliquer un petit peu à sa grande sœur, plus à sa grande sœur, quoi. On lui a dit qu'il avait une maladie grave, une maladie longue. Moi, je suis diabétique, donc elle peut savoir ce que c'est une maladie longue. Oui. Et donc, du coup, on lui a dit qu'il avait sans prononcer le mot de cancer, mais bon, qu'il avait une maladie grave, quoi, et qu'on essayait de le soigner, quoi. Ouais. Et après, il y a aussi là ses copines à l'école qui parlent carrément de cancer du cerveau, quoi. Donc là, c'est mais qui sont c'est un petit peu chaud pour elle, quoi. Surtout une personne qui insiste un peu lourdement là-dessus. Oula. Voilà, mais comment, les enfants ont une information ou comment? C'est une des mères d'une de ses copines de classe qui a chopé une discussion dans une pharmacie et qui allait lourdement le raconter à tout le monde. Il faut peut-être démentir, voyez, pour aider, pour protéger vos enfants. Et votre fils, lui, c'est quoi sur sa maladie? Alors lui, c'est ça aussi qui est aussi le côté positif, on va dire, de la chose, c'est que pour lui, il vit ça un peu, on va dire, comme une blessure de guerre. Quand la première fois qu'il est retourné à l'école après ça, c'était... il m'arrivait quelque chose de grave. Oui, je comprends. Oui. C'est ça, regarde, j'ai mon visage paralysé, c'est parce qu'on m'a fait un trou dans la tête, regarde ma cicatrice, il montre ça à tout le monde. Il a des moments où il a la pêche, il y a d'autres moments où il est fatigué, il n'est pas bien, il commence à vomir aussi avec le contre-coup de la radiothérapie. Oui, il commence à avoir des effets secondaires. Voilà, des effets secondaires, mais bon, il le vit, on va dire, assez bien, quoi, à part le côté physique qui lui arrive, quoi, les mal de tête, les vomissements, quoi, trucs comme ça, quoi. Et c'est vraiment pas évident, quoi. Ma femme qui arrête pas de pleurer, qui prend des antidépresseurs. Obligé. Vous allez, votre femme et vous, Cyril, vous êtes aidés, vous avez un soutien, je sais pas, psychologique, amical, de réseau, enfin, qui vous soutient dans cette épreuve? De quelle façon vous êtes entourés? Il y a ma belle-mère et ma belle-sœur qui sont très présentes pour nous aider, justement, qui sont venues nous voir. Elles habitent à 1000 km de chez nous, mais qui sont venues pour nous aider, justement. Et là, dans une semaine, ça sera fini. On va se retrouver que tous les deux parce qu'on est loin de nos familles respectives. Et il y a un petit réseau qui est en train de se créer. Dans votre ville? Pas loin de notre ville. Je ne pensais pas qu'il pourrait faire quelque chose, parce que j'ai pas trop l'habitude qu'on m'aide. Et donc ils ont proposé de faire, de nous aider pour garder les enfants, pour peut-être faire une collecte, pour voir peut-être avec des médecines parallèles. C'est super. Oui, non mais laissez-vous aider là, Cyril. Hein, vraiment, vous avez besoin, ne serait-ce que. Peut-être vous n'avez pas l'habitude. Justement, il va falloir laisser les autres un peu rentrer chez vous, vous soutenir. Vous en avez besoin. Vous êtes dans une épreuve terrible. Il s'agit de votre enfant. Pour votre femme aussi, c'est excessivement dur. Et également vos deux autres enfants. Enfin, toute la famille est ébranlée par cette épreuve. Et là, vous avez vraiment besoin d'être entouré, d'être soutenu. Éventuellement, le psy, pourquoi pas, mais ou l'amitié, un réseau chaleureux, des gens qui viennent prendre soin de vous, vous aider pour les enfants. Enfin, absolument accepter toute l'aide qu'on vous donnera, Cyril. Vous en avez besoin. C'est ça qui va vous rendre fort. Hein. C'est ça qui va vous aider à soutenir votre fils.
Et si et dans le cas où voyez où votre fils, son état va se dégrader, c'est fatal, au moins pouvoir être là pour lui, l'accompagner, être là pour vos enfants, et que vous puissiez être entouré, vraiment entouré. Oui. Mais on n'a pas trop l'habitude, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, on n'a pas l'habitude, mais tout seul, on sait rien faire là. Vous voyez, c'est quand on vit comme ça des épreuves, on a besoin que vous avez plus toutes vos ressources, parce que forcément vos ressources, imaginez, même si évidemment physiquement vous ça va, mais même sur le plan émotionnel, psychique, vos ressources sont atteintes, votre ciel est assombri, c'est douloureux. Donc vous avez absolument besoin de l'aide des autres, et c'est pas, vous voyez, quand vous dites j'ai pas l'habitude, il y a rien d'honteux, il y a rien de dégradant, au contraire. Oui, c'est clair qu'il n'y a pas il y a rien de dégradant, mais bon, c'est vrai que voilà, on a toujours été habitué à être débrouillé tout seul, quoi. Oui, mais c'est pas habituel ce que vous vivez. Oui, vous avez toujours été habitué à vous débrouiller tout seul parce que vous savez le faire dans le temps normal des choses, mais là on n'est plus dans le temps normal. On est dans quelque chose qui advient, d'un événement dramatique qui survient dans votre histoire. Et c'est dans les drames, dans les moments difficiles qu'on en a besoin. Vous voyez, c'est un moment exceptionnel. C'est un événement exceptionnel, dans le sens de quelque chose qui est loin d'être habituel. Et donc, oui, vous avez besoin de soutien. Oui, là, on pensait aller voir un psy. Oui, ce serait bien tous les deux. Oui, ou en famille. Oui. Parce que même ma fille est en demande. Je comprends, elle entend des choses. Elle-même. Elle a demandé elle-même. Oui, parce qu'elle entend des choses à l'école aussi. Ouais, je pense aussi. C'est à cause de ça, quoi. Ouais. Après, il y a quand même l'école où elle est, où elle est quand même soutenue par son maître d'école. Par sa directrice, et déjà il aide pas mal, ils arrivent à comprendre ce qui se passe, quoi, parce que on leur a annoncé clairement ce qui se passait, et donc ils nous ont dit après, ne serait-ce qu'aussi pour Paul, pour mon fils, pour votre fils, voilà, pour mon fils, c'est s'il veut venir à l'école, il vient quand il veut, même s'il vient pour 1 heure. Si ça lui fait plaisir, parce que lui aussi, il en demande de voir ses amis, quoi. Bien sûr. Il supporte l'école où il a dû. C'est douloureux pour lui de se concentrer aussi. C'est fatigant d'aller toute la journée. Non. C'est fatigant, oui. Après, il a un petit peu d'avance, ce qui est bien. Oui. Donc là-dessus, on essaye aussi de le faire travailler à la maison un petit peu quand on voit qu'il a la pêche. De voir même lui quand il le demande, parce que il est quand même très demandeur pour ça, quoi. Donc du coup il a pas de retard, ce qui est bien, quoi. Sa maîtresse nous le disait, il faut pas trop s'inquiéter là-dessus, c'est pas après le seul truc qui est inquiétant, inquiétant entre guillemets, quoi, c'est que il a des coups de mou, il a quand même pas mal de coups de mou là, il doit faire 30 séances de radiothérapie, il lui en reste plus que 7 à faire. Et là il commence à être un petit peu plus fatigué. Bah oui, forcément, c'est très lourd. Oui, c'est lourd. Il y a Manu qui dit une pensée amicale pour vous encourager dans cette épreuve. Avec vous de tout cœur, tenez bon, dit Manu. Et puis il y a Fanfan qui vous conseille de vous laisser porter, entouré par vos familles, vos amis. Elle dit, on a vécu aussi une épreuve très douloureuse et vous pouvez m'appeler demain ou un autre jour. Courage à vous. Donc on vous donnera hors antenne le téléphone de Fanfan. C'est important que vous ayez autour de vous, Cyril, des gens qui vous parlent, des soutiens, de ne pas vous sentir isolé et seul. Il n'y a rien de pire dans une épreuve que de se sentir isolé, surtout une épreuve telle que la vôtre. Également pour votre femme, parce que vous avez encore aussi une famille, c'est-à-dire les enfants, les 3, mais les 2 autres aussi en bonne santé ont besoin des ressources de leurs parents. Ils ne peuvent pas porter ça, ils sont petits. À quel âge est le dernier Le dernier, il a 3 ans. Oui, il a 3 ans, Loulou, ouais. Ah oui.
Donc bon, il commence à nous faire des plans, des bobos, des trucs comme ça, parce que bon, il voit qu'on s'occupe un petit peu plus de son grand frère quand il se plaint, bien sûr, quand il a mal à la tête et quand il vomit la nuit, quoi. Oui. Donc lui, il commence à dire j'ai bobo, oui, bien sûr. Mais sans bien sûr que vous vivez un drame, mais vivre un drame, signifie pas forcément dramatiser. Comme dit Alexandre, votre enfant vous propose une grande leçon de vie, aussi dure soit-elle, et vous pouvez en sortir grandi, mais aussi pour son frère et sa sœur. Vous avez peut-être quelque chose là de très difficile à vivre en famille, mais en tout cas de vous serrer les coudes. Et puis, alors il y a Nelly qui indique, je vous le dis, mais à vous de voir, et peut-être je vous donnerai les coordonnées là à l'antenne de l'association Léa, parce que Nelly dit il y a un médecin dans le monde, alors elle dit en Australie, qui opère les tumeurs du tronc cérébral et qui se déplace en Europe. Voilà, donc information de Nelly, peut-être à faire vérifier justement par l'association de Wissam. Vous avez de quoi noter, Cyril, que je vous donne, je vais la donner à l'antenne et je la mettrai sur la page Facebook de la Libre Antenne du Week-end, les coordonnées de l'association de Wissam. Le numéro de téléphone, c'est 06 50. Attendez, parce que je suis en train de chercher un stylo. Ah, vous êtes en train de chercher un stylo. Ah, dans votre voiture. Alors, c'est pas très pratique. Non, ne vous inquiétez pas, sinon... je suis garé. D'accord. Sinon, vous savez, sur la page Libre Antenne du Week-end, là, sur la page Facebook, je mettrai toutes les coordonnées dès demain, que vous puissiez les trouver. Comme ça, tous les auditeurs les retrouveront facilement. Oui. Et je vous écoute. Vous avez trouvé un stylo, génial. Alors, le téléphone, c'est de l'association Léa, c'est 06 50 17 84 94. Et le mail, c'est assos, A2SOC, comme le début du mot association, point, Léa, L-E-A, tout ça en minuscule. assos.léa @gmail.com. gmail.com. Voilà. D'accord. Et puis je vous conseille, Cyril, de toute façon de contacter cette association, parce qu'après tout, c'est ce que nous disait Wissam. Là, il faut tenter le tout pour le tout et de pas rester isolé, et d'avoir d'autres avis. Donc j'espère, je pense que l'association peut bien vous aider. Tenez-nous éventuellement au courant, Cyril, si vous le sentez. Et vraiment un immense courage à vous. C'est ce que je peux vous souhaiter de plus important à ce stade et dans ce que vous vivez. À vous, votre femme et vos enfants. Oui, merci beaucoup. Bon courage, Bon courage, Cyril. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir. Écoutez, je suis vraiment très contente d'avoir allumé ma radio un petit peu en cours de l'intervention de Wissam. Oui. C'est ça, c'est Wissam. Oui, Wissam, oui. Voilà, je voulais réagir très vite parce que déjà je trouve que c'est fantastique la démarche familiale qu'il y a eu autour de ce monsieur. Et puis il se trouve que j'ai un glioblastome également. Oui. Alors certainement moins grave puisque c'est en grade 1, moins grave qu'avait son papa. Mais ça n'est pas opérable non plus. Je suis en chimiothérapie depuis 2 ans. Oui. J'avais pris un autre avis médical. Je suis suivie au CHU d'Amiens et à l'hôpital de Beauvais pour la chimio. Et le deuxième avis médical allait dans le même sens. Donc, voilà, moi je note précieusement l'adresse Facebook parce que, si vous voulez, le problème du deuxième avis médical, même s'il a été dans le même sens, j'ai l'impression que, on m'a dit vous êtes très bien suivi à Amiens, c'est un bon hôpital et ça m'ouvrait pas d'autres pistes. J'ai eu cette impression. Bon, après je sais pas s'il y a d'autres pistes possibles, mais
voilà, moi j'entendais dans le témoignage peut-être qu'il y a d'autres. Oui, bah oui, c'est ce qu'on a tous compris en entendant. Voilà, d'autres possibilités de soins, et ça, moi j'entends pas ça du tout. Ce qu'on me dit, voilà, j'ai une chimio pour que ce glioblastome ne se dégrade pas. Et on vous a pas, enfin là, vous, dans votre cas, vous dites qu'il n'est pas question d'opération en fait. Elle est impossible. Elle est impossible. Oui, voilà, parce qu'elle toucherait des zones qui très délicates. Enfin, c'est une zone du cerveau qui toucherait la mémoire, la motricité, le langage. Enfin bon. Ouais. Presque tout. Oui, qui serait et donc, complètement invalidante. Voilà, pas d'opération, chimio en prévention. Alors bon, c'est un peu bizarre d'entendre parler de prévention quand on a une tumeur cérébrale. Oui. Mais pour bon, pas voilà. Pour pas que ça j'allais dire ça se propage en fait, c'est ça. Voilà, pour pas que ça se dégrade, puisqu'en fait, les histoires de grade 1, 2, 3, 4, c'est le niveau de gravité, on va dire. Donc bon voilà, ça c'était pour le témoignage de Wissam, donc vraiment bravo, et puis je vais noter l'espoir ailleurs. Oui, LEA, LEA et donc voilà, donc il y a une page Facebook. Voilà. Et puis je vais me permettre de rebondir aussi sur le témoignage de ce papa. Oui, de Cyril. Parce que bon, alors il s'agit d'un enfant, chaque situation médicale aussi est différente, mais quand vous leur avez évoqué un soutien psychologique, moi j'en ai demandé un d'emblée à l'hôpital où je suis suivie. Oui, c'est ce que dit Fanfan, elle dit il y a des aides psychologiques à l'hôpital dans le service, souvent. Voilà, oui. C'est indispensable. J'insiste là-dessus parce que on peut se dire je vais y arriver, mais ça permet juste de dire tous les ressentis qu'on a, toutes les questions, toutes les révoltes, enfin voilà. J'énumérerai pas tous les mots, mais tout ce qu'on traverse en fait, à la fois de ce qu'on se dit, de ce qu'on perçoit, des idées qu'on s'en fait, comme vous dites, de toutes ces émotions, de la peur, de la tristesse, de la colère, de toutes ces émotions qui sont très envahissantes et difficiles à gérer. Oui, tout à fait. Sûr. Parce que le soutien familial, je l'ai également. Oui. Mais c'est pas du tout. Enfin, vous n'êtes pas écouté de la même façon, c'est ça que vous voulez dire, Brigitte. Oui. Et puis. Ou pas de la même façon. Oui. Voilà, ça a déjà été dit dans votre émission par quelqu'un. Quand on est malade, on a aussi à soutenir les proches. C'est vrai. À se soutenir soi-même, à gérer sa maladie, à écouter tout ce qu'on renvoie aux proches. Et moi, mes proches me disent tout le temps, tu es forte, tu es costaud. Et oui. Tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, ça va aller. Oui. Voilà. Et ça, ce sont des mots de réconfort, oui, bien sûr. C'est ce que je leur montre certainement. Mais à la psychologue que je vois à l'hôpital, je peux lui dire, je suis fatiguée, je peux pleurer. Voilà, j'ai peur, je suis inquiète. Voilà, j'ai peur, je suis pas d'accord. Bon, voilà. Moi, j'ai refusé la radiothérapie parce que les séquelles qu'on me présentait, les séquelles possibles, je les ai refusées. Je leur ai dit, écoutez, je vais pas trop mal. Je veux pas. Oui, je comprends. Je veux pas prendre de risques. Je veux déjà garder mon potentiel actuel. Et puis donc par rapport à ce papa, il y a la Ligue contre le cancer. Là, je viens de les contacter. Et je pensais à ça parce que en fait, ils reçoivent les personnes malades, il y a des activités proposées et il y a un gros travail fait avec les familles. Ah, c'est bon à savoir, je ne savais pas. Oui. Alors il y a la Ligue contre le cancer et... Donc ils accueillent en fait les familles pour de l'écoute, c'est ça, pour du soutien. Oui. Voilà, bon moi je sais que sur la ville de Beauvais, je ne sais pas de quelle région était ce papa, je n'ai pas entendu. Non, il nous l'a pas dit, mais on va le rappeler sinon quand on va le rappeler. Oui. Voilà, la Ligue contre le cancer et en plus c'est très ouvert sur les formules qu'on souhaite, c'est-à-dire que ça peut être avec la famille et le patient, que la famille, que le patient. Vous voyez,
Alors c'est un accueil, bon la psychologue que je vois à l'hôpital, du coup je vais la voir dans le cadre de la Ligue, puisque j'ai demandé à la voir en ville, à me décaler de l'hôpital, à ne plus consulter toujours à l'hôpital. Ah oui, pour avoir un lieu aussi de ressourcement, de soutien, qui soit un lieu de ressources, qui ne soit plus lié juste à l'entourage de la maladie, à l'environnement malade. Au service oncologie. Et d'autant plus que dans le parcours, je pense qu'on peut faire. Moi maintenant, j'en suis à apprendre à vivre au mieux avec cette maladie que de toute façon j'ai encore et que dans la perspective que je vais avoir encore longtemps. Donc le fait d'avoir un suivi en ville. Toujours quand même dans le cadre de ma pathologie, pas en psychothérapie. Enfin, c'est pas ma demande en tout cas. On a discuté avec la psychologue et on pense que ça peut m'aider à mieux gérer ça au quotidien, cette maladie. Oui, bien sûr, parce que c'est très clair. Oui, tout à fait, parce que effectivement vous avez un suivi qui est autre qu'un suivi à l'hôpital, et donc dans le soin que vous apportez à vous-même, ça ne dit pas du tout la même chose en termes d'environnement. Vous voyez, vous n'allez pas à l'hôpital soigner un cancer, vous allez prendre soin de vous dans un lieu en ville, chez vous, enfin proche de chez vous, et donc dans votre lieu de vie habituel. Voilà. Et même sur le plan conscient, vous voyez, conscient, inconscient, ce que vous vivez, ce que vous créez dans votre environnement imprime une autre image. Donc rien que ça, c'est déjà une image beaucoup plus constructive et plus ressourçante que d'aller effectivement consulter sur le lieu de l'hôpital. Oui, ça c'est un cheminement parce qu'en fait c'est pendant que j'avais encore les rendez-vous avec la psychologue à l'hôpital, je conciliais qu'un rendez-vous médical. Et ben donc, voilà, je me déplaçais, c'était par rapport à mes déplacements. Et là, j'ai dit non, je souhaiterais décaler ça. Et c'est un bon conseil du coup que vous donnez aussi aux auditeurs qui vous écoutent, qui ont à faire cette démarche aux côtés d'une maladie. Oui, voilà. Et j'insiste sur le soutien psychologique parce que je pense que même si on se dit j'ai pas l'habitude, je vais m'en sortir, c'est important d'avoir un lieu d'écoute en fait, un lieu d'écoute et de soutien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Brigitte pour votre témoignage. Merci à tous les auditeurs, les témoignages de ce soir dans cette belle émission où j'espère que les uns et les autres vous aurez trouvé du soutien. Bonne nuit à tous, on se retrouve demain soir 23h dans la libre antenne. Passez un bon samedi. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et je vous laisse en compagnie de Jean-Marc Morandini avec le grand direct des médias. Bonne nuit.